Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Pierre Campeau. Je suis responsable des services d'apprentissage pour la DFO. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin pour parler d'autisme encore. Alors, Josie, si tu veux partager ton écran. En fait, je vais laisser mes deux co-animateurs se présenter. Je suis avec Stéphane Beaune et José Landriot. Vas-y, Stéphane. Alors, bon matin à vous tous. Ça me fait plaisir d'être de retour pour un autre webinaire. Ça fait 25 ans que je travaille en autiste. J'enseigne à l'université des cours au niveau de l'autiste et des meilleures pratiques. Et ça fait déjà plus de 18 ans que je travaille avec plusieurs conseils en province, dans d'autres provinces canadiennes, puis sur le plan international. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. José? Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle José Landriot. Je suis la directrice de l'école Gaétan-Gervais à Oakville. On pourrait dire que je suis passionnée un peu de l'éducation spécialisée, mais je suis ici non seulement comme direction, mais aussi comme maman d'un enfant autiste. Donc, bienvenue à tous. Et je vois que notre direction générale par intérim, Denis Lantier, s'est joint à nous. Alors, Denis, je ne pense pas qu'il prévoyait parler, mais si jamais, Denis, tu veux dire bonjour aux gens, fais juste nous laisser savoir. Alors, ce matin, c'est le deuxième webinaire d'une série de 3 cette année pour vous aider avec les élèves qui ont le trouble du spectre autistique. Alors, ces ateliers-là, ces webinaires-là, on les offre en partenariat avec les 2 autres associations de direction en Ontario, CPCO et OPC. Et c'est la 2e année du projet. Alors, il y a eu 3 webinaires l'année passée. Puis, si jamais vous êtes nouveau au projet ou c'est la première fois que vous vous joignez à nous, vous pouvez toujours aller voir les 4 webinaires précédents qu'on a offerts l'année passée et on a offert un cette année déjà.
vous n'avez qu'à aller à YouTube, alors allez youtube.com et faites une recherche dans la barre de recherche et écrivez ADFO, puis vous allez voir, la DFO a une chaîne. Alors, quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à tous les webinaires que la DFO offre en partenariat. Alors, je vous rappelle que vous ne pouvez pas cliquer sur des liens aujourd'hui pendant la présentation, mais on va vous envoyer une version PDF de la présentation demain, je pense, ou après-demain, vous allez recevoir ça dans votre courriel. Alors, vous aurez accès à la présentation si jamais vous voulez vous en servir. Alors, le thème aujourd'hui, c'est l'éducation multi, inter et transdisciplinaire. Alors, on va parler de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, les définitions. On va parler des objectifs et des preuves de l'efficacité de bien travailler en équipe, alors d'aller vers la transdisciplinarité dans vos pratiques. Alors, on commence toujours avec la reconnaissance du territoire, bien entendu. Alors, moi, je reconnais que je suis sur un territoire traditionnel. En fait, on est sur des territoires traditionnels et ça partout en Ontario. Alors, ces territoires ont abrité et abritent encore aujourd'hui divers peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Je voudrais reconnaître la présence de longue date de peuples autochtones sur les terres où nous nous trouvons aujourd'hui réunis depuis les 4 coins de l'Ontario. Je remercie les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire. J'éprouve de la gratitude de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. Alors, je vous invite, dans le clavardage, d'indiquer sur quelle terre vous vous situez, de quel coin vous nous venez aujourd'hui. Et puis, je vous inviterai peut-être à avoir une petite réflexion sur comment vous prenez soin de cette terre-là. Alors, je sais qu'on est beaucoup axé vers le recyclage, le compostage, ces choses-là. Alors, comment est-ce que vous faites, vous, pour prendre soin de la terre ou de l'endroit où vous êtes? Alors, vous pouvez voir les commentaires de vos collègues qui sont dans le cours. Alors, aujourd'hui, je vous invite, pour commencer, à penser à une situation où vous avez travaillé avec un élève ou une famille qui a une famille ayant des besoins particuliers et où la relation n'était pas nécessairement facile. Alors, elle était même négative ou semée d'embûches. Alors, pensez à ça dans votre tête parce que ça va vous aider peut-être quand on va vous présenter différentes situations sur comment vous pourriez aborder cette situation difficile-là. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire les choses différemment, puis c'est une stratégie de leadership qui a été prouvée. Alors, j'espère que vous allez en profiter. Évidemment, tous les webinaires qu'on offre sont toujours se rapporte toujours au CLO. Hein, c'est notre Bible, hein, le cadre de leadership en Ontario. Alors, tous les webinaires qu'on offre se rattachent au cadre. Et puis, celui d'aujourd'hui vise plus particulièrement à vous aider à améliorer le programme d'enseignement, qui est un des thèmes du CLO. Alors, afin d'optimiser l'expérience d'apprentissage et votre participation, on vous demande de prévoir à peu près 60 minutes. Ça devrait inclure une période de questions à la fin pour ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite, comme d'habitude, à toujours les mettre dans le clavardage. Alors, moi, je vais aller dans les sondages. José, je vais te demander de commencer la prochaine diapo parce que je trouve mon sondage. Je travaille avec des écrans que je ne suis pas habituée de travailler avec. Je suis dans une école aujourd'hui. Alors, en attendant que les questions de sondage s'affichent, alors j'aimerais encore une fois vous souhaiter la bienvenue. Si vous regardez la citation, je pense que la citation était vraiment un départ pour nous. Si vous avez participé au webinaire de l'année passée, on avait parlé, il faut un village pour élever un enfant, mais on avait été un peu plus loin pour dire qu'il faut un enfant autiste pour éveiller la conscience de ce village. Donc, il faut réellement un village pour élever un enfant avec un TSA. Pensez à un élève dans votre école qui est sur le trouble. Excuse-moi, je vais recommencer. Pensez à un élève dans votre école ayant un TSA. Pensez à un élève
qui auraient des difficultés à s'incorporer. Qui compose le village? Est-il complet? Qui d'autre pourrait y apporter une contribution? Les habitants ont-ils tous l'occasion de se faire entendre? Poursuivent-ils tous le même objectif? Aujourd'hui, nous verrons comment agrandir le village afin de nous assurer que chacun des membres du village a une voix, est écouté et encouragé de travailler en équipe. Nous apprendrons à créer des équipes plus inclusives et plus solides qui célèbrent les réussites et revoient les stratégies lorsque c'est nécessaire. Des équipes qui savent qu'on ne peut pas avoir les réponses à tout et n'hésitent pas à demander de l'aide. C'est là l'essence de l'approche transdisciplinaire. Imaginez tout ce qu'on peut accomplir en unissant nos forces pour rendre nos écoles plus inclusives, plus sécuritaires pour l'ensemble de tous nos élèves. À la fin de ce webinaire, vous saurez exactement ce qu'il en est de cette approche. Merci, Josée. Alors, je viens juste d'envoyer le petit sondage. On veut savoir où vous êtes. Ça nous aide à avoir un peu de nos statistiques là, pour le reporter au ministère. Alors, si vous pourriez remplir le petit sondage qui aurait dû apparaître là, sur votre écran. Alors, aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes qui sont avec nous autres. Alors, 23 incluant les animateurs. Alors, on a beaucoup de gens de l'Est. À date, c'est tous des gens de l'Est qui répondent. Je vous donne encore 1 ou 2 secondes. Pas beaucoup de gens qui répondent à notre sondage. Let's go, gang, là, il faut être un peu plus participatif. Alors, les gens qui ont répondu à date viennent tous de l'Est. On a une belle variété en termes d'expérience. Alors, des gens qui sont à leur début, mais des gens aussi 6 à 10 ans, 11 ans et plus. Et puis, au niveau du degré d'aisance avec le TSA, il y a des gens qui ont un peu de connaissances, mais qui ont l'impression qu'ils en ont encore beaucoup à apprendre. Et puis, des gens élémentaires et secondaires, personne encore dans les écoles M12. Alors, je vous partage des résultats. Seulement 3 personnes qui ont répondu, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on va se réveiller un peu plus avec 2-3 cafés. Alors, merci Pierre et merci à ceux qui ont répondu. Et ça nous donne un peu une idée de où vous vous situez, mais ce sont vraiment, excuse-moi, les stratégies qu'on va partager sont vraiment des stratégies universelles qui peuvent être appliquées de la maternelle à la 12e année. Excuse-moi. Donc, nous allons partir de favoriser l'inclusion et de l'importance de créer un environnement qui est propice à l'inclusion. Excuse-moi. L'inclusion passe d'abord par la connaissance et la compréhension des élèves, des collectivités et des familles que nous servons. Cette étape est essentielle pour établir un climat de confiance où même les personnes les plus marginalisées se sentent bienvenues, respectées. Écoutez, excuse-moi, je... Pauvre Josée. Excuse. OK, ça va aller. Donc, une équipe qui inclut la totalité de ses membres sera à plus même d'assurer l'inclusion des élèves et la continuité de la réussite. Demandez aux participantes, je vous demande de prendre un moment de réfléchir à des différents outils que vous pouvez utiliser pour collecter de l'information et établir un lien de confiance si vous le désirez.
Partagez vos idées dans le clavardage. Je vais vous donner quelques secondes pour y réfléchir. Alors, on peut voir ici quelqu'un qui met la grille ACC. Comment est-ce que vous pouvez aller chercher de l'information? La collecte, des grilles de notes évolutives, oui. Merci, Lucille, de ta participation. Alors, quelques faits. Prenez un moment pour lire ces faits sur l'autisme. Y en a-t-il qui vous surprennent? Alors, oh, excuse-moi, José. C'est parce que Lucille a écrit des choses, mais elle a écrit seulement aux panélistes. Alors, c'est important quand vous écrivez dans le chat, là, dans le clavardage, il y a comme une petite bulle, là, puis vous pouvez choisir d'écrire à toutes les personnes. OK? Bon. José, est-ce que ça t'a permis de reprendre ton souffle? Je pense qu'elle a avalé quelque chose qui a passé dans le mauvais trou tantôt. ça se peut, oui. Désolée, vraiment, vraiment, je suis désolée. Alors, si vous prenez quelques instants pour regarder les faits, lesquels saviez-vous, lesquels vous surprennent? Alors, les élèves des classes inclusives réussissent aussi bien, sinon mieux, que ceux dans des classes distinctes. Alors, je ne vais pas toutes les lire, mais si vous pouvez prendre un moment dans le clavardage, peut-être discuter de mettre une note de ceux qui viennent vous chercher. Alors, on sait que l'inclusion est très importante pour nos élèves, tous nos élèves, mais surtout nos élèves sur le spectre. Alors, équité et inclusion. Les écoles doivent être accueillantes pour tous les parents et leur réserver une place dans la vie et les activités scolaires. Il faut porter une attention particulière à la rupture de confiance des personnes noires, autochtones et de couleur à l'égard des institutions. Les écoles peuvent renforcer la relation, par exemple, en demandant régulièrement l'avis des parents et en travaillant activement à la bonne représentation des parents autochtones. Alors, les écoles ont besoin d'un processus clair pour repérer et éliminer la discrimination dans le matériel pédagogique. Les programmes et les pratiques visant l'équité et la lutte contre l'oppression. Tout comme les élèves, les familles ont des bagages culturels et des expériences très variées. Il est important de les valoriser et de reconnaître le rôle qu'elles jouent dans la réussite des élèves. Comment pouvons-nous utiliser les réunions et les processus d'équipe de soutien pour assurer l'équité et l'inclusion dans nos pratiques de gestion? Quelles voix sont marginalisées et pourquoi? Nous devons aussi porter une attention particulière aux membres intersectionnels de nos communautés, dont la confiance est parfois encore plus difficile à gagner. Avant d'inviter réellement les familles et nos partenaires à travailler avec nous, il faut surmonter nos préjugés. Les préjugés inconscients perpétuent des idées reçues et des stéréotypes qui peuvent marquer vos actions et vos décisions, opérant une discrimination et érigeant des obstacles pour les familles et les élèves. Les préjugés implicites prennent la forme d'attitudes ou de stéréotypes qui jouent sur notre compréhension, nos actions et nos décisions de manière inconsciente. Prenez un moment pour réfléchir aux mécanismes que vous utilisez pour réparer les préjugés et protéger vos élèves. Même avec les meilleures intentions, il est important de reconnaître les préjugés implicites qui peuvent influer sur les élèves et leur réussite. José, on a eu un petit commentaire qu'on va un peu vite. Alors, quand on pose des questions aux gens, peut-être leur donner quelques secondes pour réfléchir et peut-être aller mettre des commentaires dans le clavardage. Désolée. Alors, je vous donne quelques moments pour réfléchir aux 2 dernières diapositives.
Pierre, puisque je ne peux pas voir les commentaires, tu pourrais me dire, un peu partager qu'est-ce qu'on voit. Alors, un commentaire qu'on a de Caroline, il faut laisser nos intervenants autistes partager leur expérience ou leurs expertises aussi. Ceci se transpire dans les valeurs au quotidien qu'on a. Merci, Lucille. Bon, je pense qu'on va parler de préjugés maintenant. Alors, le travail d'équipe favorisé par l'approche transdisciplinaire dans les écoles permet d'assurer la représentation de tous dans les valeurs et les comportements de chacun, ainsi que dans les politiques et les pratiques appliquées. Il est primordial de faire tomber nos préjugés. Il est tout autant de comprendre les familles et les élèves que nous servons. Il n'est pas nécessaire de tout maîtriser sur la différence pour être culturellement compétent. L'important, c'est de savoir tirer parti des occasions d'apprentissage, poser des questions sans brusquer et créer un environnement ouvert, transparent à la diversité et au changement. Pour connaître la différence et y réagir de façon positive et affirmative, il faut aller à la rencontre des familles différentes et enseigner ces différences, représenter et respecter toutes les personnes et les communautés dans son apprentissage et son enseignement, tenir la culture en haute estime, tâcher de contribuer à la base des connaissances sur les pratiques culturellement compétentes en réalisant des études, en proposant de nouvelles approches culturelles et en enrichissant les connaissances des autres sur la culture et les dynamiques de la différence. La compétence culturelle est l'objectif ultime. Comment tout cela se rattache aux élèves ayant un TSA? Que faites-vous pour donner une voix à votre communauté scolaire? Je vous donne un instant pour afficher vos commentaires dans le chat. Et ensuite, je vais passer la parole à mon collègue Stéphane. Alors, tantôt, Nancy avait mis aussi un commentaire, des discussions en équipe de collaboration, des échanges quand on fait des équipes écoles, puis des normes de fonctionnement. Ensuite, on a Lucille, merci, une grande participation. Lucille, aujourd'hui, je t'applaudis. Alors, l'analyse des données des sondages qu'on donne à nos parents et nos élèves. Il y a le conseil d'école aussi qui peut être un tremplin là, pour avoir des sons de cloche. Alors, ce qui est important, j'apprécie beaucoup aussi la participation des gens avec les commentaires qu'ils ont faits, des comités, de faire des rencontres. Ce qui est unique aussi dans ce nouveau mouvement vers la transdisciplinarité, c'est le fait qu'on recherche aussi une expertise des situations complexes. Et je pense que c'est là qui est la nouvelle tendance. C'est quand on parle d'experts, j'ai vu qu'il y a des collègues qui parlaient des intervenants en autistes et tout. Ce qu'on réalise pour vraiment favoriser une inclusion, c'est vraiment d'avoir des experts des différents domaines face à l'autisme. Donc, au niveau social, qui est la meilleure personne ou qui sont les meilleures personnes pour être alentour de la table et pouvoir discuter des besoins sociaux de cet élève-là. Ensuite, il y a tout le volet émotionnel et par la suite, il y a le volet spécifique de l'autisme. Et aussi, il faut absolument qu'il y ait des gens en pédagogie qui se retrouvent sur ce comité ou sur cette équipe-là. Pendant des années, moi, ça fait des années que je travaille en autisme. Souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on essayait de trouver des façons d'avoir des experts venir parler de tout. Et on réalise qu'il y a plusieurs éléments qui étaient laissés de côté.
Et là, avec la nouvelle réalité des problèmes de santé mentale, quand on regarde au niveau de l'autisme, on parle de quand même de 70% et plus d'élèves autistes qui vont développer aussi ils vont obtenir un autre diagnostic avant l'âge adulte. Alors, tout ça a un impact direct sur l'inclusion parce qu'on favorise beaucoup plus l'intégration présentement que l'inclusion. Dès qu'il y a un accompagnement d'une autre personne qui fait le travail en amont avec l'élève, on parle beaucoup plus d'intégration. Alors, je pense que José l'a dit, ce qu'il faut, c'est l'égalité. Alors, c'est tous les enfants doivent avoir une voix qui est équitable. Et aussi, quand on parle de justice sociale, il faut vraiment, ce que moi j'appelle, ce que j'enseigne beaucoup à mes étudiants à l'université présentement, c'est ce qu'on appelle les pratiques culturelles, c'est de garder en tête les normes, les valeurs des différentes cultures, surtout au niveau francophone. Dans l'autisme, on a beaucoup de familles de cultures différentes et souvent on néglige ça. Tu peux changer de diapo, José. Alors, au niveau de l'équipe transdisciplinaire, c'est qu'on a, pendant des années, tous ceux qui ont connu avec l'arrivée des programmes intensifs en autiste, on avait beaucoup une approche axée sur la consultation au départ. Alors, on avait des gens du monde médical qui se retrouvaient dans le milieu scolaire pour aller faire de la consultation sur les besoins, sur les meilleures pratiques et tout. Alors, le consultant, cette responsabilité-là revient à une personne qui va consulter des collègues, sauf que la réalité démontre qu'une fois que cette personne-là quitte, la réalité de l'enseignant ou de l'équipe à l'école se retrouve au même niveau parce qu'il n'y a pas d'accompagnement réel qui se fait. On est passé par la suite à l'approche multidisciplinaire qui encore aujourd'hui existe dans certains milieux qui pensent encore de cette façon-là. C'est chaque membre de l'équipe a son propre rôle spécialisé dans le plan d'intervention, sauf qu'on remarque, et moi je le vois souvent, il y a du dédoublement ou en pire que ça, il y a souvent de la contradiction entre les professionnels parce qu'ils ont une base théorique différente. Alors, tu as l'orthophoniste qui dit quelque chose, tu as le psy qui dit une autre chose, tu as l'ergothérapeute qui dit une autre chose, tu as les gens ACA qui arrivent, qui donnent leur point de vue. Par la suite, tu as l'enseignant qui reçoit tout ça et tu as la direction d'école qui était seule autour de la table qui se dit, mais oui, on commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'approche multidisciplinaire, elle est passée due. Alors, il faut vraiment passer à autre chose. Vas-y. Donc, si on regarde vraiment ce qui a été fait jusqu'à présent, il y a eu l'approche monodisciplinaire. Alors, pendant des années, c'est un expert qui faisait l'évaluation, se retrouvait, présentait les données, donnait des recommandations. Il n'y avait aucune coopération avec d'autres disciplines. Au contraire, souvent, c'était dénigré. On est passé à le multidisciplinaire où il y a une certaine collaboration. On est assis autour de la même table. On regarde. Sauf que c'est plutôt pour trouver des solutions temporaires à un problème. Il y a quand même une collaboration, mais c'est une collaboration qui est encore individualiste. C'est chaque expert va dire, ben moi, voici ce que je fais pour le petit Stéphane. Et par la suite, ben, vous choisissez dans la panoplie de recommandations lesquelles ou laquelle semble la mieux. Et ça, ce que ça cause, c'est que ça cause beaucoup de retard. Ça cause aussi beaucoup de confusion chez les professionnels et les directions d'école qui se retrouvent à signer des PEI. Lorsque c'est une approche multidisciplinaire, c'est hyper compliqué d'évaluer puis d'avoir des critères de succès parce que chacun a en annexe sa perception de l'élève. Il y en a qui ne l'ont même pas observé. Il y en a d'autres qui font juste observer, mais ils n'ont pas de voix dans l'équipe. Alors, ça l'a vraiment mené vers des problèmes importants. Là, ensuite, il y a eu l'approche interdisciplinaire. Je me souviens avec un conseil en particulier que j'ai travaillé, on avait mis sur pied cette approche-là. Donc, une fois par mois, tous les dossiers complexes, on en discutait puisqu'on avait un pédagogue, on avait un conseiller pédagogique, un enseignant de ressources, 2 directions d'école et les professionnels qui n'étaient pas du monde pédagogique. Et là, on faisait juste discuter des certains cas que personne ne trouvait de solution par rapport à ça. Et là, on est allé vers plus l'approche transdisciplinaire, qui est une approche qui est beaucoup plus axée sur une équipe. Alors, l'expertise, c'est l'équipe
et non chaque individuel à l'intérieur de cette équipe-là. Alors, tu peux changer de diapo, puis je vais plus en parler. Donc, quand on parle de l'évolution, où ce qu'on est rendu dans le monde de l'éducation et surtout par rapport aux élèves autistes, c'est que l'approche interdisciplinaire, c'est que les membres de l'équipe vont contribuer individuellement. Donc, souvent, les professionnels, si c'est une orthophoniste, ben, il va deux journées semaine ou une journée ou 2 semaines. Elle sort des élèves de la classe et elle fait ce qu'elle a à faire et par la suite, elle va rencontrer l'équipe et tout. Et ça se fait comme ça. Dans le modèle transdisciplinaire, c'est que tous les membres de l'équipe sont responsables de la mise en œuvre d'un plan. Et c'est là qui est important. Et c'est là que ça se rapproche vraiment du leadership que le milieu scolaire recherche depuis des années. C'est que les membres de cette équipe-là vont avoir une vision commune. Au centre de l'équipe, c'est la famille et son enfant, ou ses enfants, s'il y en a plus qu'un. Et par la suite, il y a une répartition à partir d'une étude de cas, et non juste de parler des points forts ou des besoins de l'élève, c'est qu'il y a vraiment une étude de cas et qui souvent va débuter avec un peu l'historique de la famille. Alors, comment est-ce que la famille s'est débrouillée jusqu'à présent avant que l'enfant se retrouve en milieu scolaire? Quels étaient les besoins? Quels ont été les apprentissages qui ont été faits? Et par la suite, chaque individu. Ce que ça fait, c'est que ça amène chaque professionnel, ça donne un vrai rôle aux aides enseignants, ça donne un vrai rôle aux éducateurs en particulier, et ça donne aussi une occasion aux enseignants, enseignantes d'avoir une voix par rapport à l'accompagnement qu'ils ont besoin. Parce que dans l'approche transdisciplinaire, il y a beaucoup de coaching qui est fait. Ce n'est pas juste de la consultation, il y a aussi du coaching in vivo dans les salles de classe pour mettre en place les meilleures pratiques qui prennent en considération l'élève et l'ensemble de la classe et tous les membres de cette équipe-là. Le rôle de la direction dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir une perception objective, c'est d'écouter tous les membres de l'équipe, de vraiment, par la suite, faire une synthèse de tout ce qui a été dit en écoutant les parents, dont les parents sont là dès le départ. C'est pas on fait un conseil école ou on fait une réunion pour présenter aux parents, c'est que les parents font partie, c'est le premier maillon du chaînon, c'est que la direction va discuter avec la famille, par la suite, on va discuter en équipe et là, on va décider qui fait quoi en premier, qui reste un peu à l'écart et à quel moment on a besoin d'une aide enseignante ou pas. Si on favorise l'inclusion, il faut cesser de tout le temps attitrer un aide enseignant ou un éducateur immédiatement un enfant sans connaître son plein potentiel. Stéphane, je peux juste peut-être renchérir quand on a pensé au début, je vous ai demandé de penser à une situation difficile où les rapports avec les familles étaient plutôt négatifs. C'est qu'en incluant dès le départ les parents, tu vas bâtir un lien de confiance. Ils ne vont pas sentir comme si on leur cache quelque chose. Parce que c'est vrai ce que tu as dit, c'est vraiment pas ça qui se passe. Présentement, on a justement des rencontres avec tous les intervenants, puis là, on présente quelque chose aux parents sans nécessairement les avoir consultés dès le départ. Fait que c'est important ce que tu dis. Oui, parce que tu vois, c'est juste pour réitérer un peu ce besoin-là, parce que quand tu travailles avec les familles dès le départ, tu as aussi une collaboration. C'est moins la revendication, au moins ce sentiment de tout le temps devoir être sur la défensive. C'est beaucoup plus axé sur la transparence et une ouverture. Et quand on regarde dans un contexte d'équipe transdisciplinaire, quand on vous pose la question, quelle est votre expérience par rapport à ça? Il y en a qui l'ont peut-être déjà vécu ou ils commencent à le vivre. Voici tous les C qu'on doit considérer lorsqu'on travaille dans la transdisciplinarité. C'est une communication ouverte. Alors, une transparence, que ce soit de bonnes nouvelles ou pas, il faut vraiment être en mesure d'avoir trouvé un mécanisme de communication et faire attention quand c'est des cahiers de communication parce que la perception ou l'interprétation souvent des écrits va mener vers de la confusion. La coopération, la force de l'équipe. Alors, qui fait quoi? Pourquoi tu fais ça? Puis à quel moment je passe le flambeau à quelqu'un d'autre? Et c'est la direction qui devrait être tout le temps responsable de s'assurer que lorsque le flambeau est passé,
que c'est axé sur des faits réels et non juste je ne sais plus quoi faire. La cohésion de l'équipe, qui devrait faire partie de cette équipe-là, le consentement d'efforts soutenus envers les objectifs de l'équipe. Alors, il faut des objectifs clairs et précis, mais il faut aussi avoir un échéancier d'identifier et aussi des critères d'évaluation qui nous permettent de savoir si ça marche, oui ou non. La collaboration. Alors, il y a une égalité au sein de l'équipe. Ce n'est pas à cause que tu as un titre que ça veut dire que c'est toi qui prends le contrôle du groupe. Capacité à attaquer les problèmes de front. Quand c'est l'adulte qui est responsable, il faut aussi être en mesure de discuter en équipe. La coordination des efforts, les conflits, la gestion des conflits, le consensus décisionnel. Il faut que le parent fasse partie de cette conversation-là et que les objectifs qui sont identifiés, ça réponde aux valeurs de cette famille-là et aux besoins. Parce que souvent, on essaie de vendre des choses parce que sous le prétexte que c'est nous qui a la réponse à tout. La cohérence entre les membres de l'équipe, la contribution et la communauté, le sentiment d'appartenance. Alors souvent, on voit dans ces rencontres que j'ai vu que vous avez écrit, les participants, vous avez écrit des comités d'école, des rencontres un peu à gauche et à droite. C'est de savoir que quand tu travailles dans la transdisciplinarité, c'est que ces rencontres-là sont faites avec un but et c'est vraiment d'avoir la chance de communiquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas par rapport à tout ça. Alors, je vous donne peut-être une petite minute de vraiment réfléchir sur qu'est-ce que vous faites présentement, qu'est-ce que vous pensez à titre de leader que vous devez améliorer présentement dans vos communications et dans votre façon de gérer des services auprès des élèves autistes. Puis Stéphane, pendant que les gens réfléchissent et écrivent dans le clavardage, puis c'est le fun parce que je vois 2 commentaires qui vont peut-être nous amener un peu ailleurs, mais je veux profiter de ton expertise parce que, puis j'ai vécu ça moi aussi beaucoup comme direction, puis dans nos conversations, on disait souvent, il faut que les parents vivent leur deuil, il faut qu'ils cheminent. Alors, ça donne bien cheminer, ça commence avec un C, on parle des C. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce que toi, dans ton expérience, tu as pu accompagner des familles pour qu'ils ou est-ce que c'est un mythe, ça, qu'il faut qu'ils fassent leur deuil, leur famille? Tu sais, parce que c'est comme, peut-être qu'on est un peu, je ne sais pas, on juge peut-être quand on fait ça. Je ne sais pas. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Puis il y a quelqu'un d'autre qui écrit la combinaison de la culture et du deuil peut ralentir le processus de collaboration. Donc, pourrais-tu peut-être parler quelques minutes là-dessus? Oui, je pense que c'est hyper important. C'est génial que les gens aient soulevé ces 2 points centrales-là. Au niveau du deuil, les études le démontrent présentement que pour plusieurs membres de famille, il y a un deuil non résolu parce qu'il y a un haut taux de séparation, il y a un haut taux de divorce, parce que c'est un choc lorsque tu entends le mot autiste. Le deuil fait en sorte que ça dépend de la phase d'où les gens se retrouvent. Ce qui n'aide pas dans le processus du deuil, c'est quand les parents ne ressentent pas le fait qu'ils ont une voix ou que leurs commentaires sont pris de façon sérieuse. Souvent, on blâme les familles, on dit que les parents sont trop demandants ou que les parents ne prennent pas conscience que leur enfant n'a pas les compétences. Ça n'aide pas dans le deuil. Il y a une certaine réalité du deuil qui est le déni, parce qu'il y a plusieurs familles qui croient que tu peux sortir du concept de perdre le diagnostic, parce que malheureusement, quand je parle des 12C au niveau de la transparence, mais de la communication, surtout les parents qui ont fait du l'ECE ou du IBI pour la version anglaise, souvent, ils ont espoir que leur enfant va sortir de leur autisme pour devenir un enfant typique. Le deuil, ça fait partie d'une réalité, sauf que ça ne peut pas non plus devenir la béquille pour ne pas faire avancer les choses. C'est la façon dont tu décris leur enfant, c'est la façon dont tu présentes l'autisme de leur enfant qui va déterminer si le parent va s'engager dans l'équipe ou pas, dans un premier cas. Dans le deuxième cas, moi qui fait longtemps, puis j'ai travaillé à Ottawa pour CHIO dans le programme d'autisme, la culture joue pour beaucoup parce qu'il y a beaucoup de cultures que malheureusement voient ça comme un châtiment par cause de leurs croyances religieuses et tout.
Et souvent, les familles se retrouvent seules et ce qui est compliqué pour eux, c'est que la culture, souvent au niveau de la discipline, surtout avec les troubles du comportement et tout, fait en sorte qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété qui est vécue par la part des familles. Et souvent, ils vont s'isoler encore plus. Et ce que ça fait, c'est que ça l'empêche l'enfant de progresser, ça l'empêche l'enfant d'évoluer. Donc, tu as deux types de parents. Tu as le parent qui a lâché prise et qui ne croit plus au potentiel de son enfant et qui va accepter toutes les recommandations comme si c'était la pure vérité. Donc, ils vont se retrouver dans des classes distinctes et tout, et ils ne participent pas au CIPA, ne participent à rien. Et tu as d'autres parents qui sont très demandeurs, mais souvent aussi vont devoir venir à une certaine réalisation des besoins et aussi des changements dans leur propre pratique face à leur enfant. Excellent. Alors, merci Nancy. Nancy nous dit des témoignages de parents sont aussi importants pour aider l'équipe à cheminer en considérant les besoins, les rôles et les obligations de tous les acteurs. Fait que ça, c'est super. Et puis, Caroline nous dit un défi, c'est de créer la cohésion dans l'équipe TSA. Dans l'équipe, ce qu'elle veut dire, c'est les enseignants et les éducateurs, alors qu'il y ait une cohésion et puis de maintenir cette cohésion-là. Oui, c'est super. Oui, excuse Stéphane, je ne veux pas interrompre, mais juste les prochaines étapes, juste pour vous laisser savoir que vous allez recevoir un document que vous pourriez utiliser qui énonce les étapes ainsi que genre un gabarit de rencontre. Donc, juste pour vous donner un peu le heads-up que ça s'en vient. OK, on continue. Donc, pour continuer dans cette belle conversation-là, j'aime beaucoup ce que les participants et participantes partagent dans leur façon de voir qu'il faut une cohésion, qu'il faut changer. Et je pense que quand on travaille l'approche transdisciplinaire, il y a des étapes très importantes à suivre. La première étape, c'est le leadership même de la direction d'école ou de la direction adjointe, c'est de choisir qui vont être les membres de l'équipe. Et je tiens, mordicus, à le dire, c'est que les membres de cette équipe-là, ce n'est pas nécessairement tout le temps les gens qui se retrouvent sur le terrain. Des fois, ça peut être des membres d'équipe aussi qui ont un regard, qui vont avoir un regard objectif sur ce qui va être partagé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, dès que les gens travaillent ensemble, souvent, on perd le fil de l'objectivité et ça nuit. Alors, la direction d'école, c'est de vraiment choisir l'équipe qui devrait être sur cette équipe-là, la vision de cette équipe-là, c'est quoi le calendrier et les objectifs communs que vous allez travailler. Ensuite, l'étape 2, ça va être vraiment d'intégrer à la réunion initiale ou à une réunion antérieure, c'est la direction de l'école ou l'adjointe engage une discussion sur la mise en œuvre de l'approche et des étapes. Le pourquoi, alors on se rend compte pourquoi au juste. Qu'est-ce qui nous amène présentement comme équipe à devoir discuter du petit Stéphane? Où cette discussion-là va avoir lieu? C'est quoi le contexte, puis à quel moment? Là, vraiment, l'objectif, c'est d'établir les attentes communes, de bâtir une relation de confiance, d'échanger sur certaines données ou des renseignements qu'on a par rapport à Stéphane et déterminer s'il manque d'informations. Ça, c'est probablement l'étape la plus importante parce que c'est là que la direction peut dire à un membre de l'équipe, écoute, avec tout ce qu'on a comme information, voici ce qui nous manque. Il faut refaire des observations parce que les observations sont trop vieilles, c'est plus représentatif de la situation et parce qu'on va devoir changer certains objectifs dans le pays. Qui va les faire? C'est à quel moment dans votre posture de leader est-ce que vous faites cette demande-là? Et ça va nous emmener à l'étape 3, qui est vraiment de la contribution de tous et la définition des objectifs, des stratégies d'enseignement puis d'apprentissage, des outils d'évaluation qui vont être utilisés avec cet élève-là. Donc, il y a un volet pédagogique, il y a un volet social, puis un volet émotionnel qui entre en jeu
par rapport à l'élève dans ses apprentissages et aussi par rapport au sentiment d'auto-efficacité de l'adulte qui veut dire qu'est-ce que moi j'ai de besoin dans l'équipe pour être en mesure de bien répondre aux besoins de cet élève-là. C'est sûr, on peut tout avoir plein de recommandations pour Stéphane, mais si l'équipe n'est pas outillée pour intervenir, bien, on est de retour à la case de départ. Alors, le leader de l'équipe doit s'assurer que ça, c'est fait. Et à l'étape 4, c'est l'équipe va se réunir pour coordonner la mise en œuvre du plan. Les membres examinent les questions suivantes. Sommes-nous sur la bonne voie? Après combien de temps tu devrais avoir une rencontre? Après 2 semaines. Après 2 semaines, s'il n'y a pas de changement, il y a quelque chose qui ne va pas bien, donc on va devoir faire des modifications et ça se peut qu'on ait besoin de plusieurs réunions pour vraiment s'assurer qu'on est dans la bonne voie parce que c'est la réalité de l'autisme, c'est la réalité aussi des interventions face à l'équipe. Ça peut changer. Donc, le processus décisionnel dans cette approche-là, ça renforce l'idée que les professionnels, les parents, les tuteurs, si c'est le cas, sont des spécialistes et permet à tous et à tous de contribuer aux recommandations qui vont être données selon les différents cadres théoriques. Donc, un pédagogue va avoir un cadre théorique par rapport à la pédagogie. Un comportementaliste, c'est sûr, va arriver avec des connaissances théoriques face au comportement. Quelqu'un qui est plus axé sur la guidance parentale ou sur les besoins familiaux va arriver avec une expertise de dire, ben moi, chez nous, voici ce que je veux travailler pour avoir des recommandations, que je peux travailler la généralisation, le maintien des acquis. C'est ce qu'il faut vraiment travailler. Il faut travailler le développement cognitif, affectif et comportemental de l'élève autiste. On ne favorise pas un au détriment de l'autre. Tu ne peux pas rien que travailler des comportements sans prendre en considération le domaine affectif et surtout le domaine cognitif. Sinon, on fait rien que travailler une filière et ça mène vers de la ségrégation beaucoup plus que de l'intégration, puis encore bien moins de l'inclusion. Et les difficultés qu'on voit, c'est le calendrier et les questions de planification, puis souvent, c'est difficile à gérer. Le choix d'une vision commune peut être ardu au départ, parce que tout le monde va avoir des points, il va avoir des perceptions, soit qui sont erronées et tout. Et il y a certains membres d'équipe qui peuvent manquer aussi d'objectivité parce qu'ils ont un attachement émotionnel à l'élève, dont les parents. Il est essentiel de respecter l'expertise de chacun, mais ce n'est pas tout le temps facile non plus. Et la réussite dépend de la transparence et d'un leadership respectueux. Tu peux changer. Je pense que c'est... Pour tenir compte que ce que Stéphane il vient d'expliquer, l'importance des équipes transdisciplinaires, il faut tenir compte des différentes perspectives et prendre des bonnes décisions, des décisions équilibrées. Donc, les membres de l'équipe doivent comprendre que chaque décision pédagogique joue sur plusieurs plans disciplinaires importants, notamment l'intellect, les émotions et le comportement. Comprendre la perspective de chaque discipline pertinente, évaluer la pertinence de chaque perspective par rapport à la situation, considérer les preuves et les faits de chaque perspective, équilibrer, peser ou concilier les priorités des différentes perspectives pour arriver à une décision ou un résultat raisonnable et créatif. Et il faut être en mesure d'expliquer pourquoi l'option choisie est la meilleure. Je pense que je suis sur la méchante. Alors, le but de la direction, le travail de la direction, c'est de veiller que chacun des membres de l'équipe que chaque rôle soit bien défini et aussi donne le ton aux réunions. Donc, la direction est vraiment là pour recueillir les informations, pour écouter et pas toujours nécessairement avoir les réponses, mais être là pour assurer que tout se passe bien et que tout le monde travaille bien ensemble. Et pour ça, c'est primordial que la direction assiste aux rencontres et
favorise le processus décisionnel optimal et détermine les besoins du personnel et de l'élève. Donc, il ne faut jamais oublier que l'élève est au centre de toutes les décisions. Alors, les avantages du travail d'équipe. Donc, l'équipe facilite la résolution des difficultés entourant la réussite des élèves. Il tisse un réseau de compétences dans lequel les parents, les enseignants, les spécialistes de leur milieu travaillent tous ensemble. Et en réunissant tout le monde, réunissant les spécialistes et en ayant une vision et un objectif commun, la direction d'école peut créer une équipe solide qui n'hésiterait pas de sortir des sentiers battus pour résoudre des problèmes. Il vous appartient en tant que directrice ou directeur d'école d'unir l'équipe et de déterminer ce que l'équipe a besoin pour opérer et apporter des changements positifs. Chaque décision que vous prenez a un impact direct sur l'apprentissage et la réussite de cet élève et des élèves dans son entourage. C'est pourquoi que vous devez considérer toutes les solutions et demeurer à l'écoute de nouvelles idées. Et c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Le travail d'équipe crée un environnement où on peut élaborer des différentes approches et les adapter aux besoins pédagogiques de l'élève. Pour favoriser l'inclusion, l'équipe de leadership doit mettre en œuvre ces principes essentiels avant même de songer au plan d'enseignement individualisé. L'approche transdisciplinaire doit être intégrée au processus du comité d'identification et de placement, donc le CIPR. Les équipes transdisciplinaires contribuent à la réussite des élèves en ralliant les parents, le corps enseignant, les spécialistes, tous autour d'une vision commune. La direction d'école peut créer une équipe qui n'hésiterait pas à résoudre des problèmes et améliorer le résultat des élèves. Nous devons prendre nos responsabilités et promouvoir une culture professionnelle propice à la réussite de tous, qui met en contribution égale tous les membres de l'équipe et agir dans l'intérêt des élèves. Et parfois, il faut mettre notre autorité de côté afin d'être sur le champ égal avec tous rassemblés autour de la table. L'approche met l'accent sur les facteurs sociaux et culturels qui influencent l'apprentissage et le développement des enfants. En travaillant avec la communauté et les familles, en les faisant participer pleinement à la définition des objectifs de la réussite pédagogique, les leaders encouragent des pratiques inclusives, durables et culturellement responsables. Cette façon de procéder permet aussi d'établir une relation de confiance, et on a déjà discuté de ça, comment c'est important d'avoir une relation de confiance avec les parents. Alors non, nous avons parlé d'équité n'égale pas toujours égalité. Donc, si on regarde la citation qui nous touche énormément, puis il y a aussi guidé notre processus de réflexion en créant ces webinaires, c'est pour que le processus soit juste, tout le monde doit réussir le même examen, grimper dans cet arbre. Bien, si on voit, on ne peut pas donner un poisson, on ne peut pas grimper. Donc, il faut vraiment créer et choisir des buts qui sont atteignables. Donc, on parle ici du danger d'ignorer les handicaps. On ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. Pour assurer les résultats, nous devons tenir compte des particularités de chacun. Et il ne faut pas oublier que l'approche transdisciplinaire est axée sur l'inclusion et non l'intégration. Que l'enfant ou l'adulte, personne autiste, soit plus sur sa condition que nous devons l'écouter. L'approche transdisciplinaire vise à créer un environnement inclusif pour l'élève. Donc, souvent, on entend, oui, mais je fais la même chose pour tout le monde. Bien, ce n'est pas nécessairement de ça qu'on parle. On parle de chaque enfant est au milieu et on doit ajuster la voile pour que l'élève puisse réussir.
Donc, pensez, cette affiche vient vraiment me chercher parce que les enfants et les élèves sur le spectre ont des forces. Alors, prenez un moment pour regarder l'affiche et puis de voir quelles sont des forces qu'on retrouve dans nos élèves autistes. Et puis, peut-être qu'il y en a qui viennent vous chercher, que vous ne savez pas ou que c'est peut-être un peu nouveau pour vous. Donc, je vous invite d'écrire dans le chat s'il y a quelque chose dans l'affiche qui vient vous chercher. Et puis, en planifiant vos réunions, demandez-vous comment vous pouvez mettre l'accent sur les forces de l'élève avec votre équipe. Donc, le travail d'équipe favorisé par une approche transdisciplinaire dans les écoles permet d'assurer la représentation de tous dans les valeurs et les comportements de chacun, ainsi que dans les politiques et les pratiques appliquées. C'est créer un environnement propice pour aborder efficacement les enjeux associés à la diversité. Cette approche implique toutefois de travailler avec les familles. Puis on le répète souvent, de travailler avec les familles. Puis il y a une raison pour ça, c'est que vraiment nos familles sont vraiment au milieu de tout ce que l'élève vit dans sa vie. Et puis, quand on a des discussions, les familles se parlent. Donc, quand les familles ont une relation de confiance avec l'école, c'est plus positif partout à la maison, etc. Donc, il faut savoir respecter les différentes façons d'apprendre et on doit toujours tenir la culture et la diversité en haute estime et de contribuer à la base de connaissances sur les pratiques culturellement compétentes en réalisant des études et en proposant des nouvelles approches culturelles et pour enrichir les connaissances des autres sur la culture et le dynamisme de la différence. La diversité est une réalité, l'inclusion est une action. Alors, concentrez-vous sur l'action. Comment l'approche transdisciplinaire embrasse-t-elle la compétence culturelle et la diversité dans les services aux élèves ayant des besoins particuliers, y compris ceux avec un TSA? Alors, c'est l'influence de la direction va loin. Alors, tantôt, Annette a mis un commentaire, je trouve, qui est approprié quand on regarde l'affiche, qu'il y avait deux diapos passés. Elle a dit changer l'optique pour voir les élèves comme ayant un manque, un déficit, mais plutôt de les voir comme une nouvelle perspective, un enfant qui a différentes forces. Fait que je trouve que c'est approprié quand on regarde l'affiche. Puis, Caroline a dit c'est un éventail, mais ce n'est pas toujours vrai, c'est sûr. Puis même si on regarde des gens neurotypiques, on a certaines forces, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas. Fait que c'est la même chose avec les élèves autistes. Absolument, 100% d'accord. Mais c'est encourageant quand on est autour de la table puis on parle de force et pas c'est toujours plus une approche positive quand on mise sur les forces. Puis là, par la suite, on peut aller chercher des choses qu'on veut travailler. Puis je pense que Stéphane l'a très bien expliqué quand il parlait de l'approche transdisciplinaire et comment créer nos équipes et puis vraiment comment aller chercher le meilleur de nos élèves, mais aussi le meilleur de nos équipes, le meilleur de nos enseignants. Donc, c'est vraiment en travaillant ensemble que ceci peut vraiment avancer et cheminer et faire avancer nos élèves et leur faire des choses incroyables. Alors, il y a deux guides, des ressources que vous pouvez aussi consulter. Oui, Stéphane? Non, j'allais juste ajouter ce que la collègue disait, que ce n'est pas tout le temps une certaine réalité. C'est un bel exemple de justement, quand tu es une direction d'école, de poser les bonnes questions, à savoir pourquoi il y en a deux qui disent ça, puis il y en a deux qui ne sont pas d'accord. C'est d'avoir cette vision commune, sur quoi on se base pour en venir à cette réponse-là, à cette vision-là par rapport à un élève autiste. Et c'est ça la beauté de la transdisciplinarité. Ce n'est pas d'accepter tout ce que tout le monde dit, mais c'est de savoir questionner pourquoi les gens sont venus à cette perception-là. Alors, vous avez deux belles ressources à votre portée aussi qui peut également vous aider. Alors, le guide sur la planification de la transition ainsi que
un excellent guide pour vous aider quand vous avez à résoudre des conflits. Alors, il y a le guide Cheminer en harmonie qui peut vous aider certainement à travailler avec vos familles. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je m'excuse du début un peu, mais ça va mieux maintenant. Merci. Et puis, merci à Stéphane. Et puis, je repasse maintenant la parole à Pierre pour le mot de la fin. Alors, je viens de lancer un sondage. J'espère que vous le voyez. Tantôt, il y en a qui disaient qu'ils ne voyaient pas le sondage. Je viens de lancer un petit sondage qui devrait apparaître là, sur votre écran. Merci. Je vois qu'il y en a qui commencent à remplir le sondage. Et je vous rappelle que vous allez recevoir une copie de la présentation par courriel. Et puis, avant d'aller, José, si tu veux juste aller à la diapo 32, je vais inviter notre nouveau la nouvelle direction générale par intérim. Je ne sais pas si, Denis, tu es capable d'ouvrir ton micro pour nous dire bonjour. Je pense qu'il est déjà ouvert. M'entendez-vous? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci et félicitations en même temps d'avoir pris le temps de vous inscrire à cette formation, à ce webinaire. On est tous conscients, je pense, de l'importance que prend le dossier de l'autisme dans nos écoles aujourd'hui. Et cette approche transdisciplinaire-là, j'y crois fermement. Nous, on est vraiment chanceux, vous êtes également très chanceux de pouvoir compter sur l'expertise d'une des grandes sommités dans le monde en la présence de Stéphane sur toute la question de l'autisme. Malheureusement, Stéphane n'est pas dans toutes nos écoles, puis dans tous les conseils, mais ce qui est important, c'est de vraiment assumer un leadership transformateur dans vos écoles, puis de vraiment croire que vous pouvez faire une différence. Puis toute cette question de transdisciplinarité-là, repose principalement sur les épaules d'une direction qui assume son rôle puis qui accepte de ne pas connaître tout ce qui a rapport à la question de l'autisme. C'est un dossier complexe, comme on le disait, rempli plein de défis. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut compter sur tous les experts qu'on a dans notre entourage. Puis, en terminant, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de vous inscrire et surtout, n'hésitez pas à nous faire part des besoins que vous avez en termes de développement professionnel. On est là pour vous aider, pour répondre à vos besoins et vos priorités. Alors, encore une fois, merci à Stéphane, merci à José pour l'animation. Puis, bonne journée tout le monde et bon cheminement dans ce dossier-là. Puis, José, je ne sais pas si tu peux aller à la dernière diapo, s'il vous plaît. Oui, alors je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller suivre la DFO sur Twitter. Je sais que je vois les noms, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont un compte Twitter. Puis Stéphane, je ne sais pas si tu es actif sur Twitter, mais si tu pouvais mettre peut-être dans le chat ton adresse Twitter, comme ça, si les gens peuvent aller te suivre, là, si tu es actif. José, même chose. Moi, j'ai mes liens. Alors, moi, mon compte Twitter, c'est vraiment un compte professionnel pour la DFO. Alors, je mets souvent des liens à des formations ou des articles intéressants. Alors, je vous invite à aller suivre votre association et aussi les panélistes. Alors, encore une fois, comme Denis a dit, on a respecté notre temps. Attends une minute. Je pense qu'il est 11 heures exactement. Merci, Denis, d'être venu. Merci beaucoup, José, de prendre le temps dans ta journée. Puis Stéphane, on apprécie, comme Denis a dit, ton expertise. Merci à ceux qui sont venus. Puis rappelez à vos collègues que tous nos webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de la DFO. Si on ne peut plus être là aujourd'hui, ils pourraient aller voir le webinaire. Et puis, je vous invite… Une petite minute. Juste un rappel que je vais peut-être essayer de voir. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Parce que je ne vais pas aller nécessairement, mais vous allez recevoir un gabarit qui est un modèle d'un plan d'action. Donc, lorsque vous pouvez vouloir mettre un plan transdisciplinaire en place, vous allez avoir un petit gabarit avec toutes les étapes à suivre et puis vous pouvez prendre des notes. Puis, c'est un gabarit qui va être interactif. Donc, vous allez le recevoir et puis j'espère que ça va peut-être vous aider à commencer à penser dans cette approche. Parce que je l'ai essayé dans mon école, ça fonctionne à merveille. Et puis, la rétroaction des parents et des intervenants et des enseignants n'est que positif. Donc, n'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur de prendre un risque. Vos familles de vos enfants EED à TSA vont l'apprécier. Je ne peux pas vous dire comment. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on se revoit le 23 mars pour le 3e webinaire sur cette série de 3. Le 23 mars à 1h30. J'espère que vous êtes inscrits. Le thème, ça va être créer un milieu sécuritaire et bienveillant pour les élèves ayant un trouble
du spectre de l'autisme. Bonne fin de journée tout le monde.